Bonjour Valéria, Bonjour. merci d'avoir accepté ce petit entretien. Ouais, alors attends, excuse-moi, parce que du coup, comme on s'est très très peu parlé, ton prénom c'est François. Ah, François. pardon. Voilà, bonjour François, parce Ok. que j'ai eu un blanc, je me suis dit mince. Normalement, c'est écrit en bas de mon écran là. Alors attends, exact, tout à fait. Euh, ok. Est-ce que tu... De quoi? De quoi est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui, Valéria? Oh là là. Bon, J'adore en fait, cette question terriblement compliquée. oui, non, de l'état du monde, non, non, non. Non, mais ça, comment dire, ta proposition m'intéressait dans le sens où j'ai pas trouvé tant de choses que ça sur le THQI. Mhm. Finalement, on trouve beaucoup de choses sur le HP, mais pas tellement sur la particularité un petit peu plus extrême. Il y en Mhm. a certaines, mais pas tellement. Du coup, ça m'intéressait de voir, voilà, un petit peu tes recherches, ton travail là-dessus, parce que, voilà, ce que tu avais envie de. Alors, moi, je suis pas chercheur, donc j'ai pas vraiment de recherche. Et après, j'avais fait des petites vidéos sur le sens de la vie et les TLHQI sur l'autre chaîne Philosciences. Mais là, l'idée, c'est juste pour moi de vous faire parler et de voir ce que vous dites. En fait, c'est pas plus compliqué que Oh, ça, mais je m'aventurerai pas à appeler ça des recherches et à considérer que ça ait la moindre valeur scientifique. d'accord, ok. Donc, c'est des espèces de portraits, mais tu les veux en lien avec cette spécificité ou pas? Hum, de toute façon, on sait que tu étais HQI, donc à partir de là, tu peux dire ce que tu veux, ça m'est égal en fait. Mais on peut parler Voilà, de plein de choses. On peut parler de l'état de la culture, on peut parler de si tu veux. Quels sont les sujets qui te tiennent à cœur en ce moment? la condition humaine, toujours. C'est toujours un petit peu ce qui m'intéresse. Ah ouais? Pourquoi? J'ai pas un profil scientifique, Mhm. euh, euh, mais voilà, rechercher comment fonctionne l'humain, ça m'intéresse. Ok. Donc, comment fonctionne l'humain ou sa condition? Ah, sa condition dans le sens comment il fonctionne. Oui, D'accord. oui. Donc, c'est-à-dire que tu es passionné de psychologie, de neurologie, tous ces trucs-là, par exemple? Euh, Ça va faire partie de mes recherches, évidemment. Euh, Sa construction aussi en tant qu'animal politique, social, économique. Quels sont les tabous, quels sont les enjeux, les manipulations, tout ça, c'est assez intéressant. D'accord. Ok. Ouais, j'avoue que j'aime bien m'intéresser. Tu t'intéresses beaucoup à l'actualité, du coup, j'imagine? Alors oui et non, parce que l'actualité, elle est, c'est-à-dire que concrètement, il y a des enjeux géopolitiques qui sont extrêmement poussés. On n'a pas forcément accès simplement à toutes les questions, Mhm. voilà, à tous les enjeux. C'est difficile, évidemment. Bon, je regarde souvent un peu ça comme un grand cirque parce que ça y ressemble beaucoup. En tout cas, les informations qu'on nous donne au grand public, hein, en première ligne, voilà. Donc, tout ça, je regarde beaucoup de biais. Et, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment, euh, finalement, sur un espace, un être humain arrive, donc on peut parler historiquement, hein, vraiment dans le passé lointain, il arrive et comment, finalement, peu à peu, il finit par construire des repères, comment il finit par bâtir quelque chose pour donner du sens, pour aussi se sécuriser et puis pour pouvoir architecturer quelque chose. Et du coup, c'est assez passionnant de voir qu'on est le résultat, voilà, de tout ça et que finalement, notre rapport à la nature, nos croyances, nos superstitions, nos peurs
ont structuré énormément de choses qui aujourd'hui sont des choses qui ont été retravaillées, réétudiées avec la science, qui ont été requantifiées de façon plus juste. Je trouve ça incroyable que ce petit être, finalement plein de peur et de courage à la fois, ait réussi voilà, à structurer les choses et à construire tout ce qu'on a construit. Mais voilà, il reste toujours un petit être avec des peurs. On est toujours avec des démons terrifiants et on a beau progresser d'un point de vue technique, d'un point de vue intérieur, les défis sont toujours aussi énormes. Tu trouves qu'on n'a pas progressé sur la compréhension de l'être humain en termes que ce soit psychologiques ou Je pense que si, bien sûr, mais on n'en reste pas moins des êtres émotionnels et la pulsion, ça reste la pulsion, c'est compliqué, hein. La maîtrise de soi, c'est hyper délicat. tu es une adepte de la psychanalyse? Ah, je suis sur les divans depuis que j'ai 18 ans, ça de toute façon, oui. D'accord. Euh, Parce que la plus, pulsion, c'est quelque chose qui a été c'est un peu de la psychanalyse. C'est un petit peu débunké, je crois. oui, Non, mais bah, ça c'est-à-dire dépend de que, quoi on parle après, mais oui, 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 quand je dis pulsion, je parle aussi de réaction, je parle vraiment de fonctionnement animaux, c'est-à-dire ça brûle, on enlève la main, ou on peut crier, ou on peut mettre un coup. hmm, Et en d'accord, fait, parfois, l'accumulation peut donner des choses terrifiantes. d'accord. Mais qu'est-ce que, en quoi ça te concerne, toi, tout ça? Ah, en quoi ça me concerne moi? Euh, Toi aussi, tu as des peurs encore que tu arrives à... Quand tu parles oh de ça, bah, tu parles de toi ou pas? pas que, pas que, je parle en général. Hmm. Parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de peur, par exemple. Ouais, tu es jeune. Quel âge tu as? J'ai 29. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as pas beaucoup de J'ai la peur. fougue de la jeunesse, tu crois? Je sais pas. Non, mais je dois en avoir sûrement, hein, mais au jour le jour, j'y pense pas beaucoup, ça tétanise pas ma vie, quoi. Bien sûr, il y a alors évidemment, il y a le sentiment d'éternité et de puissance de la jeune graine, toujours, hein. Euh, mais Et non, l'acceptation de la mort. T'as on peur de passe, quoi d'ailleurs? on passe sa vie à ça. De quoi j'ai peur? Si c'est pas trop indiscret. Des frelons. Des De frelons. quoi j'ai peur? De façon plus profonde, T'habites dans euh, le sud alors si t'as peur des frelons. non, même pas, je suis en région parisienne. Ah ouais? On n'en Ouais, voit mais jamais des frelons. ah oui! Ah mais si, parce que moi je suis je suis en région parisienne, mais ça se voit pas là, mais je suis au bord de l'eau, donc il y a plein de nature autour de moi. Si de temps Donc, en temps on entreaperçoit des arbres derrière toi. ouais. Et non, disons que ce qui fait peur, c'est la folie. C'est la folie, je pense. T'as peur de tomber folle? Ou que d'autres gens tombent fous Ah mais autour moi, de t'es toi? foutu, je suis déjà tombée folle, mais non, mais T'as l'air d'avoir encore un discours à peu près construit pourtant. euh, oui, alors c'est vrai que euh, la foule, la folie de la folie du groupe, la folie sociale, la folie politique, ce sont des choses qui, C'est quoi la folie sociale et la folie politique? c'est la radicalisation sur une posture, c'est l'absence de dialogue, c'est la certitude. C'est compliqué, hein, tout ça. On le voit, je trouve qu'on le ressent de plus en plus. Les propos sont manichéens. Il y a des gentils et des méchants. Mais ça n'a pas toujours été comme ça?
Alors, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que c'est parce que je vieillis et que je deviens une vieille pénible ou, ou bien est-ce qu'il y a une certaine réalité? Et en fait, j'ai du mal à avoir la réponse, évidemment. Quand je parle avec des gens qui sont de ma génération ou qui sont plus âgés, ils sont tous effarés de ce qui se passe. Hmm. Et avec certaines personnes un peu plus jeunes, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes. Parce Hum, que quand on prend par exemple la violence ou des choses comme ça, on n'a rien vécu Même si on prend les Gilets jaunes, par exemple, c'était peut-être beaucoup moins violent que mai 68, où il y a eu quand même beaucoup plus de morts et tout. Mais c'est justement ça Finalement, le problème, c'est qu'on n'a rien vécu, si je puis dire. C'est justement ça le problème. Du coup, il y a des choses qu'on n'identifie pas, qui ne sont pas identifiées. hmm, Et alors, c'est très étrange parce que moi, ces 20 dernières années, j'ai vraiment vu des postures, des choses changer. Il y a des propos il y a 20 ans qu'on n'aurait jamais pu tenir ouvertement. C'était impossible. des propos de quel type? Des propos, des propos violents, avec de la violence, avec beaucoup de violence, avec du racisme, avec ouais, des postures destructrices. Vous savez, une espèce de communautarisme qui, Ok. voilà, mais je ne parle pas d'un racisme que dans un sens, c'est dans tous les sens. Hmm, Mais je veux dire une espèce d'exclusion, de radicalisation, de rejet. Voilà, une posture de rejet. Euh, il y a 20 ans, c'était pas, ça se passait, c'était pas, on le voyait pas assumé. hmm. Peu à peu, on a vu dans la rue les gens se permettre de dire, de l'écrire. Et du coup, moi, j'avoue que ça m'a vraiment interrogée. D'accord. Mais, ok. Pour moi, en fait, c'est juste les résultats soubresauts d'une immigration, d'une intégration un peu ratée, qui a produit des effets pervers avec des gens qui réussissent très bien et tout un tas de gens qui sont un peu laissés de côté et donc qui commencent des économies parallèles, des quartiers parallèles, des mondes parallèles dans lesquels ils peuvent se valoriser avec la religion, etc. Et il y a toute une partie de la population qui, après, se rend compte de ça. Et donc, voilà, on a une espèce de soubresaut. Mais pour la plupart, ceux qui ont voté Zemmour, etc., c'est des vieux. La plupart qui tiennent ces propos-là, en général, c'est des vieux. Ça m'inquiète pas de ouf, moi. Ben oui, mais enfin, en attendant, il y a un taux d'abstentionnisme chez les jeunes qui est redoutable. Ça, c'est vrai. Donc, s'il n'y a que des gens qui votent Zemmour, Mais il a qui... eu aucun député, hein. Dieu merci. Lui-même a été battu, il a eu aucun député. Donc moi, ça, ouais, Mais il a quand même eu 7% en présidentielle. Je veux dire, c'est c'est vrai. quelqu'un qui est quand même capable de dire que il faut enlever voilà, les allocs aux mères célibataires. Qu'il faut... Je veux dire, D'accord. il y a une espèce de... On a énormément d'acquis. Je pense qu'on est dans une société où on a un confort extraordinaire, on a une chance, je veux dire, je pense que il n'y a pas de civilisation, a priori, où il y a eu autant de facilité d'accès à Hmm. tout. Et du coup, à la fois, on se comporte un peu comme des gamins pourri gâtés, quoi. C'est l'impression que j'ai. Hein. C'est l'impression que Ouais. j'ai. Et Pourri gâté par une planète à la dérive quand même. complètement, complètement, on est d'accord. On est d'accord. Qu'est-ce que je voulais Et, dire mais donc, c'est des analyses, on va dire, assez politiques, assez. Ça me rappelle les propos de sociologues que j'entends de temps en temps qui disent que les Français ont tendance à être heureux sur le plan personnel et privé et se dire très pessimistes sur le plan politique et collectif. Tu te reconnais là-dedans ou pas? oui, mais quand je dis collectif, évidemment, c'est pas que la France. C'est pas que la France.
Je sais pas en fait. Moi, c'est une vraie question. Est-ce que l'homme est... Bah, après, qu'est-ce que l'homme décide vraiment? Est-ce que tout ça, c'est pas une énergie aussi qui est censée, l'énergie un peu destructrice, qui est censée rééquilibrer les choses? Je sais pas. Une Ça, est-ce que c'est quelque énergie qui viendrait de quoi? qui s'organise comme ça malgré nous? Par exemple, des rats. Quand Mm. il y a des rats sur un territoire et qu'on est beaucoup trop, qu'il y en a beaucoup trop, des rats, le Mm. lapsus, on est beaucoup trop, oui, on est beaucoup trop sur la planète. Mais si par exemple, voilà, on met dans un territoire donné des rats, à un moment donné, les femelles, s'il y a trop d'individus sur le territoire, les femelles vont devenir infécondes spontanément. Voilà. Il y a des choses qui s'organisent toutes seules et les femelles ne Ben, le comprennent pas, a priori. un peu comme les hommes, finalement, quand on voit la baisse de qualité du sperme en 20 ans, on fait pareil, Pareil. ça se trouve. Ouais, alors après, on ne sait pas si c'est les polluants aussi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre. Mais du coup, voilà, on pourrait dire que c'est une force, en tout cas, ce n'est pas une force de vie de devenir stérile pour les rats, mais Mm. en attendant, elle se met en œuvre peut-être pour un rééquilibrage général. Donc peut-être aussi que ce qui se passe, c'est destiné à rééquilibrer les choses autrement. Je ne sais pas, tout ça, ça nous dépasserait un peu. Mm. Ok. Mais là où je voulais en venir, c'est est-ce que toi, tu es heureuse ou pas? Alors, être heureux, est-ce que c'est vraiment une fin en soi? Est-ce que c'est pareil, c'est une injonction que je trouve un peu étrange. Bah, est-ce que Moi, tu j'ai te sens bien dans ta vie ou pas, quoi? C'est tout? Est-ce que tu es satisfaite de ta vie? satisfait. Voilà, c'est un grand mot. Être satisfait de sa vie. Je suis pas mécontente. J'ai Ok. relevé des défis. Je suis pas mécontente, bien sûr, heureusement. Mais Tu veux nous parler de ton métier ou pas? c'est possible, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis artiste. Alors, on va dire que une de mes fonctions principales, c'est d'être chanteuse d'opéra. D'accord. Je suis également auteure, productrice. Voilà, donc Auteur de quoi? auteure de spectacles musicaux. Donc, Voilà. livret et musique? Alors non, on va dire que je compose uniquement quand ce sont des choses pour jeune public, où je peux me permettre de composer quelques comptines et des choses comme ça, mais sinon, non. D'accord. Voilà, je fais appel plutôt à des personnes dont c'est le vrai métier. Ok. Donc, c'est-à-dire des spectacles musicaux style opéra ou plus style comédie musicale? Ben, style, voilà, ça dépend en fait des commandes. Donc, tu fais un peu de Euh, tout du coup. ouais, 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 C'est oui. cool Mm, ça. mm. Tu dois pas t'ennuyer. Non, ça c'est sûr. Donc, ouais, chanter à la fois de l'opéra et de la variété, moi j'en sais quelque chose. Quand j'essaie de. C'est pas toujours les mêmes techniques et tout. Parfois, C'est les gens ils saoulent en plus avec ça, donc ça doit pas être toujours évident. Ben, je pense que pour une voix d'homme, c'est plus simple que pour une voix de femme parce que, il utilise beaucoup plus sa voix de poitrine, alors que les voix de femmes opéra sont quand même très, très soulevées, très en voix de tête. Hmm. Du coup, revenir sur un mix intéressant pour de la variété, du blues, du rock, je trouve que c'est rarement réussi, vraiment. D'accord. Il y a une grande chanteuse américaine d'opéra, Eileen Farrell, qui, elle, était donc un soprano dramatique, qui a chanté du grand répertoire, qui est une très grande chanteuse, et qui a fait également du blues. Et c'était incroyable. Là, pour le coup, la recherche, la qualité du son était idéale. Je pense que c'est une des seules que je connaisse. Ceci dit, il y a quelques mezzos quand même d'opéra qui basculent en musique un peu du monde. Et c'est Mhm. intéressant aussi. Mais sinon, voilà, c'est pas évident pour une voix de femme. C'est moins évident, je trouve. Ok. Ce que m'avait dit, moi, une prof que j'avais contactée qui fait les deux, c'est que euh, elle, elle trouvait ça, ça allait parce que justement, du coup, elle confondait pas trop les techniques, tu vois.
quand elle était en technique opéra, de toute façon, elle était en voix de tête. Donc, ça ne se confond pas trop avec la technique variété où de toute façon, elle est en voix de poitrine. Ça peut être Hmm. une manière de distinguer aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, chanteuse, très bien. Et est-ce que tu as toujours fait ce métier-là? Est-ce que ton diagnostic THQI t'a aidé à aller vers cette direction? Pas du tout. Est-ce que tu as appris après? Non, je l'ai appris après parce que je l'ai appris entre les deux confinements. Ah, d'accord, Voilà. c'est tout récent. Ouais, c'est assez récent. En fait, on m'avait demandé de me faire tester plus jeune, à ma majorité. Et en fait, dans ma tête, je voyais pas trop le lien entre moi et un QI différent. Parce que pour moi, Pourquoi, les gens, pourquoi on bah, t'avait demandé, si c'est pas trop indiscret? c'était ma thérapeute de l'époque qui m'avait dit, il faudrait que vous vous fassiez tester parce que quand même, il serait possible que. Mais c'était il y a 20 ans et à l'époque, il n'y avait pas toute cette littérature. Mhm. Et du coup, je ne mesurais pas du tout la pertinence que ça pouvait avoir, en fait. C'était un peu mal vu aussi à un moment de passer des tests de QI. Genre quoi, tu veux montrer que tu es plus intelligent que nous, etc. Moi, je ressens dans, je ressens que c'est en train de changer en mode quoi, j'ai le droit juste de me connaître, laisse-moi tranquille. Mais il y avait un côté un peu avant. Ah, tu passes un test de QI, tu crois que tu es plus intelligent que tout le monde? Ouais, bah disons que moi j'avais un peu l'image, pour moi un surdoué, c'était quelqu'un qui passait son temps à résoudre des équations, quoi. C'était Mhm. pas, ça n'avait rien à voir avec moi. Mhm. Et on m'a, voilà, c'est revenu plusieurs fois dans ma vie où, voilà, mes thérapeutes m'ont dit, il faudrait que vous vous fassiez tester. Alors j'ai lu quelques bouquins sur le sujet, évidemment. Et c'est pareil, je me disais, mais ça, c'est quoi cette arnaque? Tout le monde peut se retrouver dans ce qu'ils disent. Mhm. Enfin, je me disais, c'est encore un nouveau business. Ça, on peut le Et dire. on peut se poser Surtout la les question. bouquins qui disent pourquoi vous allez mal et que vous êtes surdoué ou Voilà, c'est ça. enfin, qui lie le fait d'aller mal et d'être surdoué alors que Tout ça a à été fait. totalement débunké, mais bon, voilà, je te laisse Voilà. continuer. Et donc, c'est le livre de Kermanek qui m'a donné le déclic, où elle parlait Carmen Aki. qui parlait de la douance au féminin. Voilà. Et là, Mhm. tout à coup, je me suis dit, oh là là, ah oui, d'accord. Ah, mais on dirait moi, mais vraiment. C'est-à-dire, Donc tu t'y es quand même intéressé un petit peu du coup, oui, bah, mais c'est plus comme tout. tardivement. Voilà. Et du coup, là, j'ai passé les tests et ça a été un peu, oui, ça a été un peu, ouais, une surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Mm. Est-ce que tu peux nous dire le titre du bouquin et ce qui a entré en écho si profondément avec toi? Alors, ça s'appelle La femme surdouée. Mhm. Voilà. Donc, et elle approche la douance, donc, comme son titre l'indique, par le biais du genre. Et c'est effectivement très pertinent. Très pertinent parce que on va pas avoir tendance, nous les femmes, à pouvoir s'exprimer de la même façon, puisque de toute façon, il y a quand même des injonctions qui nous dépassent et qu'on assimile, qu'on le veuille ou non. Donc, elle décrit très bien, par exemple, le fait qu'un garçon turbulent à l'école, on va spontanément s'interroger sur ah, peut-être que c'est parce qu'il s'ennuie, donc peut-être qu'il y a un potentiel intellectuel à gérer différemment. Mhm. Et en général, les femmes, les petites filles, elles ont tellement appris qu'il ne fallait pas qu'elles dépassent, qu'il ne fallait pas qu'elles crient, qu'il ne fallait pas qu'elles soient violentes, qu'il ne fallait pas ceci, qu'il ne fallait pas cela, que la petite fille, elle va se tenir. Donc, on ne va pas forcément se dire, tiens, il y a quelque chose. Mhm. C'est vrai que, par exemple, moi, dans ma scolarité, on a voulu me faire sauter des classes régulièrement. Ma mère ne voulait pas. À aucun moment, on a parlé de me faire tester, par exemple, ou de voilà, ça n'a jamais été évoqué. C'est vraiment que après en thérapie où c'est quelque chose qui est revenu souvent sur la table. Alors donc il y a cette explication là de la petite fille voilà, qui reste une petite fille bien polie, qui dépasse pas. Ce qui était marquant dans ce livre aussi, c'est le problème de l'intensité. C'est-à-dire que tout à coup, d'après les rencontres qu'elle a eues, donc cette spécialiste avec beaucoup de femmes HP,
c'est le rapport à l'excès. Ce sont des femmes qui sont toujours trop quelque chose. Et Mhm. ça, on va dire que c'est un reproche que j'ai eu toute ma vie. Donc, Tu étais trop quoi? bah, toujours trop. On m'appelait toujours plus, vous voyez. D'accord. Voilà, ah, toujours plus. Valéria, toujours plus. Parce que c'est jamais assez, parce que c'est jamais assez réfléchi, parce que c'est jamais assez travaillé, parce que c'est jamais assez beau, parce que c'est jamais assez en quantité, parce que c'est fatigant pour tout le monde, hein. Pour moi aussi d'ailleurs. Mais Mhm. voilà, et ça, c'était vraiment un trait. Donc, c'était rigolo. C'est ce qui m'a marqué dans la lecture. Il y en a d'autres, hein, probablement, mais ouais. C'était surtout ça que j'avais retenu. Et les exemples étaient très parlants. Les phrases qu'elle utilise dans son livre m'ont vraiment. Enfin, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable. On dirait qu'elle raconte ma vie. Et donc, je me D'accord. suis dit, bon, ok, d'accord, je vais prendre un rendez-vous. Ok. Et donc, tu as passé le fameux test entre les deux confinements. Et après, qu'est-ce que ça a changé? Alors, qu'est-ce que ça a changé? Déjà, c'était très étonnant parce que, bon, on va dire que quand ça fait plusieurs fois qu'on vous dit de passer un test, vous vous dites, je vais peut-être être, OK, proche du 130, mais... Et là, après, quand on voit le résultat et qu'on voit que c'est quand même pas 130, c'est quand même plus haut, j'ai ma première réaction, hein, sincèrement, ça a été de me dire, merde, en fait, je suis handicapée. Ça a été ma première réaction. Parce que, Handicapé. ben oui, parce que concrètement, je pense que j'ai passé ma vie aussi sur les divans parce que je me suis toujours sentie inadaptée. J'avais toujours l'impression d'être un éléphant dans un magasin de verre. Il fallait toujours Mais que avec toutes les personnes que tu connaissais, il n'y a pas eu d'exception? heureusement que j'ai rencontré des gens un peu fous avec qui Ah. voilà, exulter, on va dire. Hmm. Mais quand même, dans beaucoup de cadres, même dans le milieu artistique, surtout dans la musique classique, où c'est quand même un milieu très, très hiérarchisé, c'est un peu l'armée, hein, j'avais toujours la sensation d'avoir des problèmes avec le cadre. C'était toujours problématique. Et donc, en voyant les résultats, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé de lutter contre ça, contre cette tendance à prendre un espace que je ne suis pas censée Hmm. prendre. D'accord. Et tout à coup, on me met un chiffre qui me dit, bah, en fait, c'est que tu es faite comme ça, d'un point de vue physiologique, biologique, donc tu es Hmm. foutu, tu ne pourras pas le changer. Alors, là, je vais mettre un bémol quand même. Le fait que tu aies une grande capacité d'analyse, etc., oui. Le fait que tu sois faite pour prendre la lumière ou te mettre en avant, ça, c'est beaucoup plus des traits de personnalité que liés au QI. Alors, en fait, avec le recul, je pense que ce que je ressentais, c'est que j'aurais aimé parfois être plus consensuelle. Et Hmm. que un des traits quand même, c'est qu'on analyse beaucoup, on repère les choses, peut-être souvent, On voit très vite ce qui va pas. Hmm. voilà. Et ça peut être pénible pour les autres, parce que les autres, ils ont aussi besoin de faire leur chemin, de Ouais, tracer leur compréhension à leur façon. faut apprendre à Et, le donner avec parcimonie, quoi. et puis quand tu es interprète et Hmm. femme, on ne te Ouais. demande pas de réfléchir, on te Ouais. demande d'obéir. Et du coup, en tout cas, pas tout le monde te demande de réfléchir. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à trouver voilà, la retenue parfois. Et puis Hmm, hmm, bon, hmm. il y a aussi, on peut aussi, L'indulgence aussi qu'il y ait oui, des bien choses qui sûr, se fassent mal, quoi. oui, bien sûr, tout ça, c'est très compliqué. Et à la fois, quand quand on rentre dans le monde de l'art, entre guillemets, entrer, enfin, quand on est artiste, c'est une vocation. C'est comme Hmm. rentrer en religion.
Donc, il y a une radicalité aussi à cet endroit qui fait que on ne peut pas le faire de façon tiède. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est délicat de trouver la bonne posture, de ne pas empiéter sur, Et disons, quand tu participes à un spectacle, tu te sens responsable de sa qualité, quoi. ben je ne sais pas si je le dirais comme ça. Ce que je dirais, c'est que moi, j'ai besoin que ça aille à un certain point, un certain endroit d'intensité. Hmm. Et que si on passe à côté pour des raisons de mauvaise compréhension du livret, par exemple, par un metteur en scène, ou d'une non-connaissance d'un certain champ lexical, c'est possible, ou un metteur en scène, par exemple, qui ne lit pas la musique, c'est une chose, c'est pas un problème, Hmm. mais qui ne mesure même pas à quel point la musique finalement est metteuse en scène. Que la musique, elle raconte ce qui se passe. Hein. Hmm. Donc il y a des metteurs en scène qui passent vraiment à côté. C'est-à-dire, moi j'en ai rencontré avec qui j'ai travaillé qui vont vous dire à un endroit où il ne se passe musicalement pas grand-chose, là c'est le climax. Alors que 2 pages après, on a des aigus tonitruants avec un orchestre avec triple forté. Ben non, le climax, en fait, il est 2 pages après. Mais et ça, c'est un peu, c'est compliqué. Il y a beaucoup de collègues qui sont très doués et qui vont rien dire et qui vont prendre sur eux et puis qui vont accepter. Et puis moi, pendant des années, je pouvais pas me tenir, quoi. Je Et disais, ben pourquoi t'es non. pas à la mise en scène? Ah bah c'est pour ça que j'en fais aussi maintenant. Ah. Bien sûr, c'est aussi pour ça que j'en fais, Hmm. évidemment. Mais ça va peut-être te mettre un petit coup de boost là, en mode bon, bah ok, il faut que je m'en occupe en fait. Non? Alors, c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire, j'ai eu vraiment plusieurs transitions. C'est-à-dire que j'ai eu un moment où je me suis dit, bon, parce que tout ça, évidemment, créait beaucoup d'insatisfaction. C'est-à-dire, j'avais des rôles, je chantais, j'étais sur scène, Hmm. ce qui est déjà une énorme chance, parce Mhm. qu'on n'est pas tant que ça. Et Oui, mais on s'habitue à toutes les situations et rapidement on voit ce qui va pas. oui, c'est ça. Une fois le défi d'avoir réussi à atteindre un plateau, évidemment, on veut évoluer. Voilà. Et du coup, et je me disais, mais pourquoi je suis autant insatisfaite? J'avais l'impression de vraiment, ouais, je me disais, mais si c'est pour faire autant de sacrifices, parce que c'est quand même un métier de sacrifice, si c'est pour faire autant de sacrifices et être aussi insatisfaite, est-ce que je me suis plantée, en fait? Donc, évidemment, on se pose la question de continuer ou pas. Hein. Et après, j'ai pris les choses autrement. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire le triple de travail, c'est-à-dire j'avais mon travail de chanteuse. Ensuite, j'essayais de bien noter ce que proposait le metteur en scène, le chef d'orchestre. Et ensuite, moi, je refaisais un mix par derrière. Je refaisais un énorme travail où je réécrivais tout pour moi en essayant de joindre ce qui semblait complètement incohérent pour trouver une fluidité. Parce que le but, c'est ça aussi, c'est de trouver une fluidité à un moment donné. Il faut que sur un plateau, les choses soient fluides, légères, simples. Donc, ça me demandait beaucoup plus de travail, énormément de travail. Mais du coup, j'arrivais à avoir de la satisfaction. Voilà, chose que je n'avais plus depuis très longtemps. D'accord. Et voilà, en même temps, j'ai commencé à avoir des tas de commandes d'écriture. Bon, voilà, j'ai eu un festival aussi, j'ai fait des mises en scène. Là, j'ai des commandes encore. Voilà, je mixe un peu plusieurs choses Ok. maintenant. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce que tu vas mettre en scène aussi de l'opéra? Alors là, j'ai un projet pour l'année prochaine qui va être une mise en scène de Fables de La Fontaine, mise en musique par Isabelle Boulker. Donc, on est sur une forme, ce sont des mini-opéras, on va dire. Ok. Voilà, j'ai mis en scène des opéras bouffes et j'ai des projets, oui, j'ai des projets, j'ai un projet sur des opéras beaucoup plus durs, sur Salomé, voilà, sur des Tu choses. sais que la directrice de l'Opéra de Paris s'en va? Ah oui, oh, alors bon, hein, chacun son métier, là. Oui, c'est peut-être plus de l'administratif que de la mise en scène, tu me diras. Ouais. Ok. D'accord. Bah écoute, c'était assez intéressant.
Finalement, ça t'a apporté quelque chose, les thérapies? Pourquoi t'en as fait autant? C'est que c'était inefficace ou que c'était un besoin continu? Il y Ou a que eu des le... moments dans ma vie où j'en ai réellement eu besoin, vraiment, de façon très poussée. D'autres moments, je l'ai fait par intérêt intellectuel. Et puis, il y a quand même un élément que je trouve assez sérieux. Euh, j'ai accompagné beaucoup de personnes dans la mort et dans la maladie, dans ma vie. Je l'ai fait, ça m'est tombé dessus, j'ai pas eu tellement le choix. Ça a duré plusieurs années. Et du coup, je me suis retrouvée à beaucoup errer, on va dire, dans les couloirs des hôpitaux, d'oncologie, de palliatifs. J'ai vu des choses assez extrêmes. Et ça a été du coup un moment où j'ai été tellement confrontée à la maladie et à la mort que j'avais besoin de beaucoup en parler. Et je me suis rendu compte qu'on n'est pas dans une culture actuellement où c'est tellement possible. De parler de la mort. La mort, la maladie, de ce qui se passe à l'hôpital, parce que, bon, Mm. là, on en a parlé avec le Covid, mais enfin, ça fait des années, hein. Ça fait des années qu'il y a de la maltraitance à l'hôpital, autant vis-à-vis des patients que vis-à-vis du personnel, parce que les conditions de travail sont extrêmement compliquées. Mhm. Je pense que personne n'a envie de réaliser ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai vu des scènes qui étaient dignes d'un film du Moyen Âge, vraiment, hein, où on laisse les gens par terre dans leur merde, dans leur pisse pendant des heures, où on les soigne sans prendre le temps, où des soins qui demandent 40 minutes de nettoyage de plaies sont faits en 10 minutes en disant aux patients ah, c'est du chiquet, vous avez pas mal. J'ai vraiment assisté à des choses extrêmement traumatisantes. Mm. Et évidemment, c'est des choses dont on ne peut pas parler en société. C'est-à-dire que si vous êtes à un repas avec des potes et que vous commencez à raconter ça ne va pas le faire pour le reste de la Faut en soirée. parler à des amis. Oui, mais il y a une supportabilité qui est très limitée. Et du coup, C'est vrai qu'on n'a pas tellement envie de l'entendre, quoi. non, On n'est pas fan de penser à ces choses-là, c'est sûr. Mm. on est quand même, voilà, encore une fois, dans une société assez privilégiée. On a tous grandi à l'école de la République avec des notions voilà, on est protégé, on a un super système de santé, on a un super système de justice. Et puis, ben voilà, il faut mettre le nez dedans pour se rendre compte que ça craint vraiment, que évidemment, par rapport à d'autres pays, on est hyper privilégié, ça je dis pas le contraire, Mhm. mais il y a une sacrée pente. Il y a une sacrée pente qui descend. Et bah, les prochains, c'est nous, hein. Je veux dire, les prochains sur la liste, les maladies longues, c'est nous. Je veux dire, c'est Mm, comme ça, hein, les maladies, les Alzheimer, les cancers, on sait très bien que c'est ça qui nous pendra au nez. Bah, honnêtement, moi, quand je vois ce qui s'est passé pour certains de mes amis et mes proches, j'ai presque autant peur de la maladie que de comment elle est soignée. Et du coup, j'ai repris effectivement il y a quelques années un travail parce que l'échange aussi sur ce sujet, sur certains sujets, l'échange est compliqué. Socialement, il y a des choses qui restent difficiles à partager. Et je ne sais plus quel auteur disait ça, et j'avais trouvé ça extrêmement joli et extrêmement juste. Il disait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens allaient en thérapie parce que c'était peut-être un des seuls espaces où ils pouvaient avoir des échanges en étant sûrs de pouvoir dire ce qu'ils avaient à dire et que ce soit reçu un petit peu avec bienveillance, tendresse ou en tout cas neutralité. Je pense qu'une des grandes raisons pour laquelle les gens finalement consultent, c'est aussi pour un besoin de tendresse, d'échange, tout simplement. C'est un endroit où on peut juste déposer, parler. Il y a une grande solitude. Il y a une grande solitude souvent. Il y a beaucoup d'injonctions, beaucoup
tabou. Et du coup, c'est un endroit où les gens peuvent trouver une espèce de tendresse. Ah, D'accord. voilà, bon, il y a des mots un peu extrêmes qui me viennent, mais c'est, c'est une forme, c'est comme aller voir une travailleuse de l'amour, quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? De l'autre côté, les travailleurs du sexe racontent aussi souvent la même chose, que tu as certains clients qui ont besoin d'être juste, d'avoir de la Mm. tendresse, etc. aussi. Ouais, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai des amis psy euh, qui sont spécialistes un peu en HP ou THP et qui me disent que parfois les psys normaux, entre guillemets, peuvent être un peu largués face au THQI, un peu à la ramasse. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est... Est-ce que c'est pour ça aussi que ça a peut-être duré longtemps ou pas? Oui, alors, ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir eu ce résultat, on va dire, au test, en plus avec un trouble de l'hyperactivité, donc ça aussi, effectivement, ça m'a permis de mettre en place beaucoup de choses très concrètes dans mon quotidien qui m'ont simplifié la vie. Maintenant, la psy avec qui je travaille actuellement, c'est une psy qui est spécialisée dans les artistes, donc ça n'a rien à voir avec la douance. Mhm. Euh, elle se préoccupe vraiment, il y en a très peu d'ailleurs, hein, elle se spécialise vraiment dans les particularités des problématiques d'artistes, ce qui est plutôt très utile. Après, dire que oui, je ne sais pas, les psys, évidemment, c'est comme pour tout, c'est des rencontres, on en rencontre des formidables et puis on en rencontre des avec qui ça matche moins. Il ne faut pas rester dans ces Mhm. cas-là. Mais c'est vrai que je n'en ai pas vu des spécifiques pour ça, pour l'instant, mais c'est sur ma liste. Ok, d'accord. Mm. Euh, Chez les artistes, j'imagine que tu dois avoir beaucoup d'amis. C'est pas forcément répandu qu'il y ait des HP, THP. Beaucoup d'amis Ouais. chez les artistes. Alors, comment dire? Bon, tu dois en connaître un certain nombre en tout cas. Est-ce On que a beaucoup de c'est collègues. est-ce, est-ce que c'est répandu que ce soit des HP, THP ou pas du tout? Ou alors c'est des gens qui sont de toute façon tellement pris par leur art qu'ils s'y intéresseront jamais? C'est quelque chose dont je ne parle pas. C'est pas Mm. compliqué, je ne l'évoque pas parce que quand j'ai passé ces tests, le peu de personnes à qui j'ai parlé des résultats, Mhm. waouh, les réactions ont été, j'avoue, assez redoutables. Et je peux comprendre parce que ça, d'emblée, ça peut exclure, quoi. C'est-à-dire, ah bah, ça veut dire que. Alors, j'ai eu droit à Madame le génie, ou alors on m'appelle. Des fois, on m'appelle par mon score. À la maison, par exemple, monsieur, de temps en temps, pour se moquer de moi, m'appelle par mon score. Voilà. Donc, puisqu'évidemment, j'ai aussi beaucoup, beaucoup de lacunes dans plein de choses, surtout Mm. en termes d'organisation concrète, parfois. Non, non, j'en parle pas avec les gens de mon métier. Et d'ailleurs, je suis pas. Alors, on dit qu'il y en a beaucoup chez les artistes, Oui, c'est ce que je me demandais, ouais. mais artiste et interprète, c'est pas forcément la même chose. Enfin, il y a artiste-interprète, bien sûr, mais Mm. C'est vrai que si le critère principal, c'est l'obéissance quand tu es interprète, c'est peut-être pas le mieux d'être THQI et d'avoir envie d'être indépendant. c'est-à-dire qu'il y a une grande force hiérarchique, hein, très, très grande force hiérarchique. On est sur une place où il y a énormément de gens qui veulent travailler et où il n'y a pas suffisamment de travail pour tout le monde. D'autant en plus, ce n'est pas qu'une question de survie financière, puisqu'il y a aussi un enjeu narcissique très puissant. Bien sûr. Donc, autant dire que pour obtenir le pompon, hein, dans le tour de manège, les gens sont prêts à tout. Mm.
Les gens sont prêts à tout. Donc, la question de la désobéissance, la question de remettre en question. C'est pareil, j'ai vu le métier parce que bon, j'ai commencé très très jeune à travailler. On va dire que je suis une enfant de la balle, comme dirait l'autre. Il y a des choses qui n'auraient pas été admissibles qui se passent aujourd'hui. Récemment, je suis allée faire des recherches à Charleville-Mézières pour un projet. Charleville-Mézières, donc grand centre international de la marionnette, très gros festival, reconnu dans le monde entier, voilà. Et Mhm. je suis allée faire des recherches dans leur fonds. Ils ont un des plus grands fonds en Europe. Et je tombe sur un dossier de vente de spectacles qui date des années 80. Et donc, je le regarde, je l'ouvre et je découvre comment, dans les années 80, on vendait un spectacle. Et le texte de présentation du spectacle, la compagnie a écrit le texte sous forme de poésie. Sous forme de poésie, bon, je suis quand même habituée à lire, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, je suis membre de la SACEM, je veux dire, j'écris. Il a fallu Mhm. que je me concentre pour comprendre toutes les subtilités de la poésie. C'était Mhm. formidable. Mais ça, aujourd'hui, c'est impossible. Vous faites un dossier avec ça, on ne vous lit pas. On vous dit non, non, mais il faut faire simple. On est limite en train de faire une publicité pour un fromage. Et dans le dossier, à la fin, il y avait les conditions de jeu. C'est-à-dire que la compagnie imposait ses conditions de jeu. Elle disait, voilà, nous, on veut bien faire des scolaires, mais on met deux conditions. On ne se déplace pas dans les écoles. Si les enfants veulent voir un spectacle de théâtre, ils viennent au théâtre. Eh oui, ça leur permet d'apprendre les codes, de découvrir une structure, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que d'aller au théâtre. Mhm. Et deuxième chose obligatoire, il fallait évidemment que les enseignants aient travaillé en amont avec les enfants sur les textes et tout ça. Mais aujourd'hui, personne ne se positionne comme ça. Tout le monde a renoncé. Oui, c'est engagez-moi s'il vous plaît. Évidemment, tout le Mm. monde a renoncé. Mm. Donc, on peut se poser la question quand même de certaines choses. Je Mais vois. il y a une réalité économique, il y a une réalité narcissique. Et voilà, Mm, mm. Ouais, elle est là. il y avait peut-être moins d'offres, hein, tout simplement. Bah, les années 80, c'était quand même la grande débauche financière pour la culture. Il y avait de l'argent, quoi. Ouais, plus de demandes aussi, voilà. Mm. Bien sûr. Donc, c'était très différent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tout le monde serre les fesses, tout le monde se tient un carreau, hein. Moi, j'ai vu des tournées avec des compagnies qui sont très en vue, Mm. où les chanteurs dorment dans des couloirs en tournée, hein. Ah, mais non, mais ça ne me dérange pas du tout. Ils vont dire, hein. Mais voilà, on est dans cette réalité-là. Bon, ok, ok, c'est Ok. le jeu. Mais à la limite, moi, je veux bien dormir dans un couloir, hein, mais il faut que ce qu'on fasse sur le plateau en vaille la peine. Mm. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, est-ce qu'on a fait à peu près le tour de ce dont tu voulais parler ou pas? On peut peut-être Bah, s'arrêter écoute, là. si tu veux. Ça te va? Oui, très bien. Eh bien, très content en tout cas d'avoir pu te parler, Valéria. Merci beaucoup. Et Bah, pareillement. je pense que c'est la première fois que j'interroge une artiste THQI sur les vidéos. Donc, je pense que ce sera utile aussi pour des gens qui ont spontanément pas le réflexe comme des gens plus scientifiques de se poser ces questions-là. Donc, c'est cool. Merci beaucoup. Et bah, merci à toi. À bientôt. Bonne journée. Ouais, belle journée. Au revoir. Au revoir.